c'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est croisés à Paris, mais juste comme ça, c'était la première fois physiquement. Mais moi, c'est toujours le paradoxe du web, c'est que les relations les plus fortes, elles naissent, principalement, tu passes par le boulot en ligne. Et les premières choses les choses qui me semblent les plus anciennes que je sache de toi, c'est les vidéos que tu as fait à partir de tes voyages d'Afrique. Tu peux nous dire qui c'était le Gwen à ce moment-là? Ouais, ça remonte à loin. Alors sur le voyage en lui-même d'Afrique, j'avais pas ramené d'images, j'avais pas encore de vidéos, mais après j'avais ramené pas mal d'images quand on a voyagé notamment en Inde, aux États-Unis, etc. Et le voyage d'Afrique, en effet, alors là, tu me prends de court parce que ça remonte à très très loin, c'est il y a 20 ans. Et c'était vraiment l'idée de, je pense qu'on le retrouve pas mal dans ce que j'écris, c'est de couper vraiment avec le quotidien. Donc j'étais avec ma compagne et on avait des boulots salariés qui nous plaisaient pas. Et on a décidé vraiment de démissionner et de partir sac à dos voyager en Afrique. Et on n'avait pas, en fait, si tu veux, d'idée de retour en France. C'était vraiment partir assez longtemps. En fait, il y avait juste l'idée de jamais prendre l'avion. Donc c'est pour ça qu'on a traversé l'Espagne, on est arrivé au Maroc, etc. Et donc de toujours prendre les transports en commun, etc. Et c'est cette idée-là, alors, parce que moi je suis beaucoup influencé par les idées de voyage de Kerouac, etc. Donc déjà, tu débarques à Tanger, donc c'est complètement mythique. Et c'est vrai que c'est là, en fait, tu fais bien de poser la question, parce que c'est là où j'ai commencé, on va dire, par écrire, parce que c'était le carnet de voyage, quoi. Avant, tu n'avais pas de pratique d'écriture? Non, j'avais pas de pratique. En fait, moi, je suis venu assez tard sur... C'était quoi ton boulot salarié qui t'embêtait là? J'étais chez Lafarge. C'est dans la finance chez Lafarge, donc tu vois, c'était hyper passionnant. C'est ça, en fait, peut-être la singularité, c'est que j'ai fait des études pas du tout littéraires. J'ai fait des études dans la gestion, puis un 3e cycle gestion ingénieur, donc c'est pas du tout... et en fait, moi, je suis venu assez tard. Ça a été un choc fort quand j'ai lu Henri Miller, en fait. Donc, à 20 ans, j'ai lu le Tropique du Capricorne. Et là, en fait, ça a été, alors sans parler de révélation, mais ça a été vraiment... Tu as l'impression que tu as le réel qui te saute à la gueule et que tu vis dans un semblant de vie, quoi. Donc c'est né de là, on va dire, le balbutiement, la jeunesse, c'était vraiment ça, avec Miller. Et puis après, tu lis Céline, tu lis Kerouac, tu lis Calafert, etc. Et là, j'ai vraiment compris ce que ça pouvait t'apporter la littérature, quoi. C'était vraiment du concret, que tu pouvais avoir une révélation individuelle qui te faisait changer ta vie, quoi. Et cet acte de partir voyager, ça a été ça, ouais. Ça a été vraiment voilà, l'acte important de sortir de ça. Mais tu avais aussi une caméra, donc? Non, du tout. Non, il y avait ma compagne qui prenait des photos, mais il n'y a pas de vidéo d'Afrique, parce que ça remonte à 99-2000. Et c'est vrai que toutes les vidéos ensuite de voyage que j'avais d'abord sur ma chaîne, je les ai retirées d'ailleurs, mais après c'était des voyages ultérieurs. Tout à l'heure, avant d'aller à la gare, effectivement, je suis revenu sur ta chaîne et j'ai commencé à descendre la timeline et je me suis dit, mais il y en a plein qui manquent. Ouais, j'en ai pas mal retiré. Alors, c'est peut-être une erreur, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi, quand c'est trop amateur, j'en ai pas mal retiré. Là, en fait, j'ai voulu, sur la chaîne, alors de toute façon, elles sont en privé, je pourrais les remettre, hein, mais sur la chaîne, j'ai vraiment voulu mettre à partir du moment où c'est de la fiction, quoi. À partir du moment où, donc c'est il y a 5 ans, où ça démarre sur l'aspect vidéo, montage. Et puis le montage est hyper important. Il y a 5 ans, par contre, tu étais déjà dans un univers de texte. Oui. Alors, cet univers de texte, est-ce que c'est comment s'est passée la bifurcation? Voilà. Est-ce que c'est un renoncement? Est-ce que c'est un choix? Alors, ouais, là... À un moment donné, tu étais précisément dans le moment de la génération où, en tant qu'auteur, on dit « ça, c'est mon premier livre ». Alors en fait, quand on revient un peu en arrière, donc de retour d'Afrique, j'ai écrit, mais je ne savais pas ce que c'était qu'écrire à l'époque, donc j'avais écrit mon carnet de route, et puis après j'avais, à partir de ce carnet de route, un peu recomposé au fil de la plume, donc je ne savais pas ce que c'était que la pratique d'écriture, le travail que ça pouvait être, et du coup j'ai pondu une espèce de court roman
pas bon du tout, mais que j'ai envoyé du coup à plein de maisons d'édition. Et puis bien sûr, j'ai eu les lettres de refus classiques. Et je l'ai quand même publié, mais c'est un peu à compte d'auteur, c'est un truc qui s'appelle Édition Le Manuscrit. Et, et du coup, voilà, et ça c'était fait. Et c'est après, en fait, que j'ai commencé à comprendre comment ça pouvait marcher. Alors justement, grâce à Internet. Donc moi, je sais plus comment j'ai découvert remue.net à l'époque, que tu as créé d'ailleurs, que tu as animé, et puis après Tiers Livre, etc. Et c'est venu petit à petit, en fait. C'est assez drôle. Comment est-ce que la fiction est née? En fait, c'est aussi beaucoup... alors là, si on remonte à l'adolescence, c'est aussi genre, des influences comme Lovecraft, etc. Où là, il y avait vraiment moi, je faisais beaucoup de pratiques de jeux de rôle. Et ça, alors moi je suis passé complètement à côté de ouais, bah en fait moi c'est pour ça que moi c'est un peu culture pop, hein. C'est-à-dire que Lovecraft je l'ai découvert aussi par le jeu de rôle et avec l'appel de Cthulhu et Cthulhu, l'appel de Cthulhu, je sais pas comment on le prononce, il a toute une explication, 10 milliards de façons de le prononcer, et l'appel de Cthulhu a posteriori en fait ça tape, parce que tu connais un peu la pratique du jeu de rôle où tu as le maître du jeu, les joueurs. Et en fait, tout le monde partage la même expérience imaginaire, en fait. Donc c'est assez fort, c'est-à-dire que tu embarques vraiment les auditeurs qui deviennent acteurs de ton histoire. Donc toi, tu écris vraiment un scénario. Et déjà, à l'époque, j'écrivais sans le savoir. C'est-à-dire que tu bâtis des personnages, tu bâtis une intrigue, etc. Et vraiment, tu vis une expérience partagée imaginaire, quoi. Et donc je pense que c'est ça aussi. Donc il y a un peu tous les héritages, on va dire Miller... Céline, Calafert, Sandrard aussi, qui ont été super importants. L'héritage Bitnik, hein, et tout ça mêlé fait que tu as cette envie de ce moteur de fiction, moteur de fiction qui est important, quoi. Donc pas mal d'influences très, très diverses. Et ce côté très tardif aussi, parce que tu vois, j'ai un certain âge et en fait, je suis venu assez tard, parce que encore une fois, c'était pas mon... Après, du coup, je t'ai envoyé un texte. Si on remonte le fil, donc Remue.net, Tiers Livre, après c'était ça il y a, je sais pas, 7-8 ans que tu as proposé Nerval. Et moi j'étais assez... parce que j'ai pas mal de petits carnets, donc maintenant je bosse que sur Evernote, hein, je suis plus sur le papier. Et en fait c'est des petits carnets sur des idées que j'ai. Ça vient d'abord par les phrases en fait, plus que par les idées, c'est d'abord les phrases, et puis ça gonfle. Tu restes sur le téléphone donc principalement. Ouais. Je suis vraiment... Et qui en même temps, donc c'est le téléphone qui te sert aussi de caméra. Voilà, ça fait tout. Ouais. Alors c'est ce côté miniaturisation. Alors que moi je suis de la vieille école avec mes cahiers et puis avec mes appareils, mais le téléphone je m'en sers pas du tout finalement. Alors j'ai deux pratiques en fait. J'ai à la fois quand même j'ai quelques carnets papier. Ça, c'est plus le matin, parce que j'aime bien justement être sans écran, etc. Mais sinon, principalement, c'est quand je me balade, où j'ai à la fois le côté, justement, je filme, et puis les phrases qui me viennent, et ça passe par Siri, moi. Je sais que je crois que tu dis pas Siri, tu disais dans une de tes vidéos, mais moi, ça passe par Siri. Siri, donc, c'est que tu dictes à voix haute. Dicte à voix haute. C'est bizarre, moi, j'ai autant la voix haute, ça m'est devenu quelque chose de consubstantiel à la vidéo, puisque c'est mon lieu d'impro, c'est la voix qui tire, et je pense que quand je travaille, ou quand je travaille depuis le début, depuis des années, l'écriture, ce qui fatigue, c'est l'oreille interne. Donc il y a quand même une instance de voix. Mais pour moi, c'est l'idée de travailler à voix haute, comme ça, non, j'ai pu le faire à titre expérimental. Je dicte, et si je dicte, qu'est-ce qui se passe, sur quoi je me concentre, quoi je pense. Je sais que ça marche, et à Cergy, j'ai eu des étudiants qui travaillaient comme ça, et c'était pleinement écriture. Mais dans mon usage à moi, non, ça, j'ai l'impression d'une intrusion. Ouais. Mais par contre, quand je dis je dicte à voix haute, c'est-à-dire que souvent, ça peut être 2-3 phrases, ou même une phrase isolée, tu vois. C'est en fait, mon texte... c'est pour ça que je suis peut-être pas très adapté sur les ateliers d'écriture en temps réel, parce que ça gonfle petit à petit sur des jours et des jours, et à un moment donné
tu sens qu'un texte commence à t'obséder en fait. Donc ça peut naître vraiment d'une seule phrase, et cette phrase me plaît et ça m'accroche, mais c'est d'abord en fait, c'est pour ça que je pense que je dis souvent j'écris sur l'écriture moi, enfin tu vois, ou même j'écris sur quand je filme, c'est voilà, c'est sur l'acte d'écrire, et ça gonfle comme ça petit à petit, et tout ça pour dire souvent c'est des textes assez courts, et quand tu as fait cette proposition Nerval, bah, c'était tout à fait adapté, parce que moi j'étais vraiment sur et donc ton retour a été hyper important, parce que du coup voilà, tu as été une personne extérieure, François Bon, qui me dit voilà, faut y aller, etc. Et donc du coup je me suis dit bah, c'est vraiment à partir de ce moment là où je me suis dit essaye de le faire sérieusement quoi. Pas forcément quotidiennement, mais essaye de creuser, parce que là il y a quelque chose d'intéressant quoi. On va y revenir sur la nature textuelle des projets, mais moi là, dans cette période, il y a maintenant 5-6 ans, où on était encore tellement peu nombreux à inscrire avec des YouTube quelque chose où la réflexion allait sur le rapport au monde en tant que récit. Les premières vidéos de toi, pour moi, c'est de l'urbex. C'est ces explorations de nuit, et moi ça me fascinait parce que je sais pas faire. Bon, c'était là plutôt la question, mais il est à bicyclette, il est en vélo, comment il fait pour pas se casser la figure, mais qu'est-ce que c'est ce lieu totalement interdit, qu'est-ce que tu nous montres? C'est des vidéos nocturnes pour l'essentiel. Tu peux nous... Ouais, alors là c'était vraiment une intuition. Bah, je pense qu'on avance beaucoup. T'avais une pratique de l'urbex déjà en amont? Un peu, en fait, après c'est toujours dans ma nature, c'est d'essayer d'explorer, bah, de l'histoire du voyage aussi, sortir du truc et essayer de pousser un peu plus loin et de creuser. Et il y avait cette intuition en fait que ce qui m'intéresse dans l'écriture, alors évidemment il y a la dimension temporelle, comme le dit si bien Arnaud, la matière de son journal filmé, c'est le temps, hein, et ça c'est très fort. Mais moi je trouve que l'écriture c'est aussi un territoire, vraiment un territoire que tu découvres par les phrases, etc. Et il y avait cette intuition de dire voilà, il y a à découvrir, il y a à creuser, il y a à explorer, et on va le faire par vraiment le territoire, donc les urbex, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est vraiment essayer d'explorer un lieu abandonné, et aussi avec cette idée, je trouve très belle, de ne pas laisser de traces. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire des traces d'infraction, il faut laisser vraiment le lieu intact. Et puis il y a aussi l'idée, alors parce qu'il y avait déjà la catastrophe en cours, hein, donc c'est de dire voilà, c'est peut-être notre futur aussi. On vit dans une planète tellement abîmée, et l'urbex c'est assez fort de montrer aussi ces lieux qui et d'ailleurs ce que j'aime bien aussi dans ces vidéos, c'est que souvent c'est des lieux, donc c'était aussi à Bordeaux, et c'est des lieux maintenant qui n'existent plus en fait, parce que ça a été voilà, tout a été reconstruit, etc. Donc c'est assez ambivalent, c'est à la fois peut-être l'avenir, et puis c'est très éphémère quoi. Donc c'est détruit et remplacé par autre chose. Voilà, ouais, donc c'est pour ça que c'était vraiment cette histoire de territoire à conquérir aussi par l'écriture. Et là, pour toi, la vidéo s'imposait comme un nouveau langage ou... Alors, ouais, ça, je sais plus trop comment c'est né. Alors, je pense que tu as raison quand tu parles des vidéos de voyage, parce qu'il y avait cette idée-là. Je me souviens que j'avais fait une vidéo quand même à New York, hein, où il y avait déjà du texte avec la vidéo. Et il y avait déjà cette idée-là, donc c'était bien avant que je me mette vraiment au montage. Mais il y avait l'idée, je me souviens, c'était justement sur Pâques à New York, j'avais repris des phrases de Sandra, puis j'avais un peu... j'avais fait des décalages, etc. Ça s'était imposé naturellement, en fait. Quand tu te balades à New York, c'est déjà un réservoir à la fiction tellement incroyable. Et donc je lisais Pâques à New York, voilà, il y avait ce dialogue-là constant. Et là, dans ce cas-là, l'univers de référence, pour toi, c'est quoi? C'est des choses qui viennent du cinéma, d'Alain Cavalier, Ouais, alors là, il y a beaucoup de... Romer, etc. Il y a beaucoup... Alors après, il ne faut pas reconstruire a posteriori ce que je savais, parce que j'ai découvert bien après, par exemple, ce que faisait Duras, qui m'a complètement influencé. Il y avait quand même ce que j'avais déjà vu, par exemple, c'était, je ne sais pas si tu connais, c'est de Piala, c'est L'amour existe, c'est sur la banlieue, là. Ouais. Ça j'avais vu, ça m'avait marqué. Il y avait Chris Marker, je l'ai découvert un peu après. Mais après, donc c'est par la pratique. Non, c'est par la pratique. Ouais, voilà. Ça, moi, je le partage complètement aussi. C'est par tout d'un coup
tu es en train de faire ça, et puis tout d'un coup, tu découvres que, bah non, il y avait beaucoup de des choses en prédécesseurs, amont, bon, pas Chris Marker, mais... Mais après, c'est vraiment des frères et des sœurs, quoi. Tu te dis, voilà, tu as tout un univers et il y a une continuité. Ce qu'on fait, il y a cette idée aussi de où est-ce que tu peux emmener la littérature avec les moyens du bord, hein. Qu'est-ce qui reste de littérature aussi dans ce que tu fais? Ça reste une question, hein. Et cette idée, parce que je pense que rien n'est simple et que le fait de mettre des images, ça peut aussi faire écran au texte, quoi. Et donc il y a cette force du dire qui reste fragile, mais il faut pas, je pense qu'il y ait une surabondance aussi. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les plans fixes, assez épurés. Et là, sur les dernières vidéos, je mets aussi beaucoup de peintures, de Zhaovuki, etc. Parce que ça va aussi vers ce côté un peu abstrait qui permet de garder le texte en avant, quoi. Et c'est pour ça que là, j'ai ressorti mon vieux machin qui date de bien avant la vidéo. Pour moi, quand j'avais acheté ça, c'est que justement, je commençais à faire des expériences de son, mais j'aurais jamais eu l'idée que ça puisse rejoindre l'image. Et toi, donc, ce micro large membrane, si je raconte un peu l'histoire de ta vidéo, mais ça va être je pense pas que tu sois... Pour moi, il y a tout d'un coup, donc il y a ces choses urbex, et puis ensuite apparaît un visage que j'ai découvert comme ça, qui est un gars se montrant légèrement de profil aux 3/4, avec son anti-pop, et monologuant, mais là, cette fois, il n'y avait plus le réel, et sont venus par contre d'abord un personnage, Léo, et puis ensuite une sorte de diffraction, ce fait que le Léo, il y a eu Léo 1, 2, 3, je sais pas quoi, un autre que c'était Samuel et Léo, après le Samuel a commencé de raconter ses propres histoires, et puis d'autres fois, le Gwen oublie ses histoires et lit du Faulkner ou du Michaud, mais c'est toujours toi lisant. Ouais, parce qu'en fait, alors là, il y a cette idée. Alors, juste si on revient sur les différents personnages, ça c'est vraiment la pratique du jeu de rôle, hein, c'est l'histoire d'essayer d'avoir des voix différentes, essayer de. Il y a notamment une amitié que j'ai voulu montrer là entre Léo et Simon, avec deux parcours un peu différents, quelqu'un qui prend un parcours plus radical, l'autre qui est plus dans la conformité. Donc il y avait ces idées-là quand même si je parle pas beaucoup d'idées. Mais alors c'est quoi? C'est un projet de livre qui s'exprime en vidéo, ou c'est les vidéos qui constituent un livre filmé? On est où là? Bah, en fait, il y a l'idée quand même que c'est des séries. Et que, alors je sais pas du tout où ça peut emmener, mais qu'avec l'épaisseur du temps, ça peut constituer quand même, parce que du coup il y a aussi le personnage, si je continue à faire des vidéos dans 5-10 ans, il y a aussi du coup la vieillesse, etc., la voix qui change, il y a cette idée-là peut-être un peu folle, mais de dire que voilà, tu peux construire quelque chose aussi sur les années, et donc il y avait ces différents personnages avec des idées assez floues sur les caractères, mais parce qu'on sent que c'est pas évident de créer des voix différentes sur une même écriture. Et il y a l'idée, moi, que je trouve très fort avec... alors, c'est reprendre aussi la norme de YouTube, hein, du mec qui parle avec le micro. Même moi, je regardais les trucs de... Ouais, mais moi, si je parle là, je sais que je m'adresse à travers mon gros rond noir, là. Et il y a une phrase qui était très déclencheuse, c'est Jonas Mekas qui dit « Mais vous avez fait une école de... » Non, mais il n'y a rien qui m'intéressait. Par contre, j'ai appris l'objectif. Et moi, cette espèce de grosse de boule noire là, comme ça devant moi, c'est pas une adresse, c'est pas. Enfin, je pense pas qu'on écrit. Moi, la question de lecteur est pas là, mais il y a une autonomie de l'écriture. Et pour moi, l'autonomie du facecam, c'est quand même l'autonomie de ce machin là. Et je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est. Que je suis avec lui dans le moment où s'installe. Et toi, on a l'impression que tu es avec ton micro, mais que la présence de la caméra, elle est toujours de profil, Ouais, de prendre un peu t'es dans une oblique où finalement l'objectif compte pas forcément. D'ailleurs, j'étais très surpris que ce soit un téléphone. Ouais. Il y a le côté... Alors, je pense qu'il y a aussi le... Moi, je trouve qu'il y a vraiment une opacité avec la vidéo, c'est-à-dire que tu joues forcément un personnage, on en parlait dans la voiture, et il y a le côté aussi fantomatique, c'est que... J'ai pas dit on joue un personnage.
Non, mais c'est une réserve à fiction, quoi. Je veux dire, l'auteur, quand on écrit, est entre soi et le texte, et c'est une espèce de prisme. Et ce prisme, évidemment, il est là, et simplement, ce qu'on disait, je ne sais plus qui, oui, mais il se met en scène. Et c'est pas forcément une mise en scène, mais cette espèce d'autonomie de celui qui existe parce qu'on est en train de le dire. Et il n'y a pas de projection. Ouais, si, on parlait justement... Voilà la question. Justement, on peut dévier là-dessus. Tu disais, si j'avais tout à recommencer, je ne le ferais pas sous mon nom, je le ferais de façon anonyme, comme Bansky. Et là, moi, je t'ai répondu, moi, ça tombe bien, parce que moi, des François Bon, il y en a 8, dont 3 au moins, 4 avec qui je suis en contact. Donc, le nom est en avant de soi, mais je ne pense pas qu'on puisse reprojeter, je ne sais pas qui c'est, moi, mais ce qui se passe dans la vidéo ne peut pas être reprojeté sur l'espace, là où on est tous les deux maintenant. Oui, je te disais, moi, il y a ce fantasme-là de rester complètement anonyme. Je trouve ça très fort dans le geste artistique de dire... mais par contre, là, bon, on n'est pas anonyme. on joue avec les codes YouTube du Deezer aussi. Et je pense que c'est pas que du code YouTube, c'est que... je sais plus quel critique de cinéma disait ça, que en fait, il y a une force incroyable... d'une personne qui s'adresse à la caméra, vraiment face cam, et qui raconte un récit. C'est-à-dire qu'en fait, ça efface toutes les mises en scène du monde, les personnages qui se croisent, les effets spéciaux, etc. Voilà, t'as quelqu'un qui raconte quelque chose, et je pense que c'est aussi la force des youtubeurs, hein, et ça capte aussitôt l'attention. Et il y avait cette idée-là aussi, de dire, voilà, t'as besoin de rien, en fait. T'as besoin de rien, t'as juste à raconter un récit. À la limite, on pourrait même imaginer que la plupart... C'est pour ça que j'ai fait aussi des facecam extérieurs sans montage vidéo, et que la force de quelqu'un qui raconte face cam, c'est dingue, en fait. C'est déjà du cinéma, et c'est peut-être l'essence même du cinéma. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu l'assumer comme je l'assume en ce moment, sans que le confinement me force à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'espace là dans lequel on est ici devient le seul lieu de profération, et que il n'y a même plus possibilité... Si, on avait 1 kilomètre autour, mais tout d'un coup se dire... qu'est-ce qu'on peut faire dans cette cessation de l'image, et que finalement aujourd'hui, c'est étrange, hier de Paris, du terrain, etc., mais j'ai pas sorti l'appareil, quoi. Ce lieu de profération en ce moment devient mon vecteur suffisant. Et en même temps, il est devenu suffisant. Tout à l'heure je montrais ce truc-là sur ces appareils, donc ça correspond à 32, donc en gros quand même le champ de vision à peu près comme ça, et quand je l'ai remplacé par celui-ci qui est plus immersif, et le fait là que on est à un bras de distance, et ça je pourrais pas le vivre avec le téléphone, ce côté du tomber là dans où se profère la parole, je sais pas, mais je sais comment elle tombe depuis moi dans cette espèce de bulle que l'objectif fabrique. Et tout à l'heure, ce monsieur-là, il m'a pris ma guitare pendant que moi je faisais un bout de rendez-vous. Et je vois bien comment on peut être attaché à ce genre d'objet. Je dis, mais ça, pour moi, c'est l'objectif, cet attachement. Ah, c'est marrant parce que, alors, je suis désolé, du coup je rebondis sur un truc complètement différent, mais une des grosses influences aussi, c'est pour ça que je te parlais de pop culture, c'est le folk. C'est-à-dire que pour moi l'écriture, par exemple Dylan, que tu connais un petit peu, c'est ça aussi qui a été vraiment un déclencheur d'écriture à l'époque, quand vraiment à la vingtaine, et je pense que sur la pratique qu'on a, à la limite, c'est aussi un idéal. C'est par exemple un mec comme Springsteen qui raconte l'histoire d'un Pékin sur sa vie, avec cette légèreté du folk, et je trouve ça incroyable, en fait. Tu vois, de réussir à raconter une histoire avec la guitare, et cette... encore une fois, ce tremblement, je trouve que c'est vraiment un but. Et souvent, d'ailleurs, quand tu reprends les paroles, c'était...
je sais plus, hier, ah ouais, non, c'était sur des paroles de Cure, mais ça peut émerger, un texte peut émerger, voilà, d'une phrase, d'un groupe que t'aimes, et c'est autant pour moi des influences que des grands écrivains, quoi. C'est vraiment, tu fais feu de tout bois, en fait, quand tu écris. Alors là, la dernière vidéo que tu as mis avant-hier, donc ce qui était très... alors, c'est à deux voix, Sarah Bourg et toi. Pour une fois, tu ne chuchotes pas, parce que Gwen est beaucoup chuchoté. Et moi, c'est pas... c'est pas ton truc. Mais bon, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave. Mais il y en a qui aiment, donc je continue. T'as le droit. C'est pas... Mais il y a cette alternance des voix, et ça, ce que moi, j'ai jamais fait, de prendre appui sur une voix dite. Et par contre... l'image donc est composée, mouvante, et c'est une toile vue de très près. Mais autant en dessous, dans la barre d'infos, tu marques quelles sont les musiques. Moi j'ai pensé, tiens, Gwen peint et il utilise c'est explorer sa toile avec ses mots. Non, ça c'est pas ma peinture. Alors là aussi, c'est à la base, moi j'étais vraiment beaucoup plus peintre entre guillemets qu'écrivain, justement. Enfin, quand j'étais adolescent, par exemple, qui était une période très, voilà, pour tout le monde c'est très intense, c'était vraiment le dessin et la peinture. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'aurais voulu être auteur de BD. Et je pense qu'il y a un lien justement entre faire dialoguer justement les images et le texte. Mais non, j'aurais dû mettre, tu as raison, en crédit. En fait, c'était l'expo Zaouvuki justement que j'ai été voir. Oui, mais ça veut dire que dans l'expo, tu t'es comporté en cinéaste. Oui, j'avais cette idée-là. Toujours avec ton bout de téléphone. Ouais. Et tu le trimballais sur le... C'est ça. Ouais, j'adore. Je trouve que... Donc tu composes un récit filmique sur une image fixe, mais une image peinte, une image artiste. Ouais, parce que je trouve que justement, ce qu'on fait dans l'écriture, c'est... Et après, tu t'en débarrasses, si merde, Zaouki, reste moi. Et c'est qu'en fait, on est sur différentes couches. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de superpositions ou de fondus enchaînés, parce qu'on est dans cette métamorphose continuelle. Mais en effet, quand tu vas à une expo comme ça, tu te dis, ah tiens, ça va être intéressant, parce que là aussi, ça peut être un réservoir à fiction et à récit, quoi. Et par contre, dans cette modalité de récit là, de ces dernières vidéos que tu as faites, et souvent donc avec l'appui de cette voix extérieure, pas Sarah Bourg seule d'ailleurs, est-ce que c'est une autre instance de narrateur que celle qui se protégeait derrière ces personnages, Léo et Simon? Est-ce que tout d'un coup, une nouvelle écriture arrive qui n'a plus besoin du personnage? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai senti ça, comme ouf, il ne m'impose plus de passer par les aventures de son Léo, et pourtant, de façon narrative, je l'assume, et tous les bouquins qui sont là sont... Mais j'avais l'impression d'une proximité ou d'une immersion supérieure, parce que ne s'interposait pas entre moi et le personnage, et en même temps, le personnage, celui qui me raconte, je ne le vois pas, puisque c'est un dédoublement de voix, et que tu n'es plus à l'image. Alors qu'a priori, tu aurais pu te filmer en train de... Tu l'as fait dans certaines vidéos. Il y a le récit image, mais en inclusion, il y a quand même Gwen qui dit ou invente son récit. Oui, alors il y a différentes choses dans ce que tu dis, c'est que si on revient sur cette histoire de construction de personnages, je pense que ça m'est naturel quand j'écris, il y a cette histoire de double tout le temps. C'est que, alors ça vient de Michaud, qui a été une grande influence, mais il y a cette histoire ou même aussi Moravagine avec Sandra, mais il y a toujours ce double, et du coup qui me permet, avec ces différentes voix, d'avoir le tutoiement que j'aime beaucoup. Et ça vient du tutoiement de Dylan, avec like a Rolling Stone, quoi. C'est vraiment le you qui, je trouve, accroche. Et donc c'est pour ça qu'à la limite, il y a aussi ce côté... je vois le côté illusoire de construction de personnages trop figé, quoi. Et je suis d'accord avec toi, je pense que ça crée une intimité. Et puis maintenant, si on voit le dialogue, donc c'est toute une série que je fais sur un peu la catastrophe en cours avec la voix de Sarah, que je trouve très belle. Et c'est aussi, alors là c'est pour briser un peu la monotonie, c'est que j'ai toujours conscience que j'ai pas envie de lasser non plus l'auditeur, et que ça crée aussi plus de couleurs, et qu'il y a aussi cette voix-là qui est plus sur les paragraphes, on va dire, un peu plus
poétique, quoi, et donc qu'elle intervient comme ça dans le récit, comme une voix externe qui est plus abstraite par rapport au personnage et au tutoiement, quoi. Et c'est... Léo et Samuel continuent de vivre pour toi. C'est pas une expérience abandonnée parce que tu inventes celle-ci. Non, ouais, on va dire que alors je sais que tu n'aimes pas du tout la notion d'œuvre. Enfin, tu te moques de moi. Attends, ça c'est la question suivante. On y arrive. Mais si je devais avoir la construction d'une œuvre, ce serait ça. Ce serait de faire. Là, on retrouve la dimension temporelle. C'est comment est-ce que ces personnages peuvent évoluer sur les années, quoi. Il y a quand même ça. Donc je sais quand j'ai un texte, si ce texte est plutôt Léo, plutôt Simon, plutôt Samuel. Après, j'ai d'autres personnages que j'ai pas encore explorés, mais il y a ça aussi, c'est comment le temps va passer sur eux et peut les faire évoluer, quoi. Mais après, par exemple, ce qui nous tombe dessus il y a 2 ans, c'était pas du tout prévu, et donc du coup, alors là, je suis plus dans le côté enfermé, donc c'est plus Léo qui est... Mais voilà, après, t'es dépendant du contexte, quoi. Et c'est important, je trouve que c'est ce qu'on fait aussi. C'est pour ça que quand je vais en extérieur, c'est parce que j'ai envie que l'extérieur aussi traverse la vidéo. Et je pense que tu ne peux pas faire sans ce qui nous arrive, quoi. Donc là, ça chamboule un peu tous les plans. Bon, on a une différence d'âge. La preuve, ça se voit. Et moi, quand j'ai commencé à publier, donc j'avais 29 ans, tu faisais un livre, puis après, globalement, ça a été un livre, il a fallu 3 ans pour le deuxième, puis ensuite 2 ans ou 1 an, etc. T'es viré de minuit, tu passes chez Verdier, il y a la série Verdier, la série Fayard, mais un livre, et puis ensuite, c'est fini maintenant, mais si tu regardes les quartos, là, Annie Ernaux, ça se recompile dans des ensembles, mais ça reste justement une notion d'œuvre. Moi, j'ai jamais ressenti ça dans le fond. C'est-à-dire, je pense même au contraire que dans cette fragilité du livre qu'on recommence et de la fragilité de tout remettre, j'ai toujours quelque part perçu le livre comme quelque chose d'éphémère, et je pense que j'ai lu Balzac, j'ai lu Proust comme étant aussi cette tentative de rejouer et non pas de fabriquer du socle et de mettre des choses sur des étagères. Mais en même temps, la rupture avec laquelle j'ai du mal, c'est que si c'est ces vidéos tous les jours, et au contraire, je pense que je pourrais me dissoudre presque maintenant dans une chronique qui serait chaque matin, où là je suis content. On parle, et on parle en même temps, on va publier notre parole. Donc on n'est pas dans la même conversation qu'on avait tout à l'heure en buvant une tasse de café, tout ça. Mais je dirais, l'accumulation des vidéos, ça ne tient pas dans la main. Je ne peux pas les retenir avec mes mains. Je le vis, cet éphémère, comme la danse, comme le théâtre, et d'avoir fait deuil d'une sédimentation d'œuvres. Je pense que c'est ce qui m'ouvre aujourd'hui le risque de la répétition des vidéos. Ouais. Quelque part, c'est plus facile à dire ça si on le dit devant les livres. Or, comment on vit cette aspiration à la construction dans ce mouvement où là, maintenant, est-ce que pour toi, le livre va revenir avec... est-ce qu'il y a une instance textuelle qui va accompagner la répétition des vidéos ? Est-ce que les vidéos peuvent se recomposer ? Je pense à Mylène Tournier, qui doit être à 800 vidéos, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on affronte avec ça ? Voilà, aussi, il y a énormément de choses dans tout ce que tu dis. Alors, à un moment, tu citais Balzac. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Balzac qui dit que les livres sont des actes morts. Et ça m'a toujours travaillé, parce qu'en fait, je pense que justement, on essaye... Les livres sont des actes morts. Ouais. J'ai jamais entendu. Et je crois, faudrait revérifier. Mais c'est dans quoi, tu sais, t'as le souvenir? Je sais plus, c'était des trucs que tu on va chercher à droite à gauche. Vérifier, mais je crois qu'il a vraiment dit ça. Et en tout cas, moi, je l'interprète comme ça, c'est que, en effet, c'est assez basique, hein, c'est que c'est un objet fermé, un objet clos. Et ce qui est fort dans ce qu'on fait, justement, c'est que, moi, je te disais, mon atelier maintenant principal, c'est la chaîne YouTube. Et c'est un chantier à ciel ouvert. C'est vraiment... et j'aime bien ce côté navigation. C'est pour ça qu'à la fin, à chacune de mes vidéos, à la fin, il y a le truc très classique du rebond vers une autre vidéo. Ça crée comme ça des passerelles, ou plutôt, j'aime bien le côté chemin souterrain, quoi, d'une vidéo à l'autre, et ça se croise. Hein. Et quand je disais... par exemple, tu parlais de la conversation qu'on a maintenant.
je trouve qu'une conversation qu'on a est beaucoup plus importante que si on l'avait écrite. Tu vois, si tu m'avais envoyé tes questions, j'y aurais répondu, parce qu'il y a justement les balbutiements, le silence, et je pense qu'on est au cœur de ce qu'on fait dans nos vidéos. Alors moi, je suis beaucoup moins fort que toi dans l'impro, moi c'est quand même écrit à la base, mais... T'avances, tu me bouffes mes questions à mesure. La question de l'impro, on va y revenir. Mais j'y suis pas encore, on va dire, c'est un chantier à venir, l'impro, mais je pense que ce qui est... c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de tout remettre, de tout réinventer. Mais là où on peut emmener la littérature et où c'est beau, c'est justement cette instance du présent, quoi. Voilà, on discute et voilà, et bah, on retrouve toute l'histoire de la prosodie pour la poésie, etc. Mais tous ces silences, ces rythmes. Là, il y aurait 10 milliards de choses à dire, mais je trouve que par exemple, dans les vidéos qu'on fait, qu'on construit, le rythme est essentiel. À la fois un rythme lent mais tendu aussi pour créer une certaine tension et c'est pour ça que le son c'est vraiment l'instance essentielle. Moi quand je monte par exemple il faut déjà qu'il y ait ce dialogue et ce rythme qui soit cohérent entre la musique et les voix et quand je sais que je tiens ça après, j'appelle ça le mur d'image, il va tenir, quoi, parce que le son, c'est déjà l'intimité, quoi, c'est déjà toute l'atmosphère. Et d'ailleurs, souvent, je reprends des musiques qui m'ont, dans lequel j'ai baigné quand j'ai écrit, quoi, parce que c'est ces musiques-là qui font que, parce que j'écris souvent en musique, hein, et souvent, c'est ce que tu retiens d'un texte, d'ailleurs, c'est pas trop les idées, c'est plutôt l'ambiance, quoi, et je trouve que le son, c'est vraiment l'ambiance. Cette question, c'est l'impro, pour moi, il n'y a pas une question de force, c'est une question de cheminement. Moi, la question de l'impro, elle remonte à très loin. C'est la découverte de Tarkos, dont je connaissais le travail. Et c'était en 2003. Beaubourg avait fait une lecture intégrale de la recherche du temps perdu. Et de 15h à 20h, on se relayait par 40 minutes. On était devant des glaces sans teint. Et moi, je passais 3 fois. Et Marianne Alphand, les 3 fois, j'étais juste derrière Tarkos. Et Christophe, un homme qui dort, tient autour de lui le cercle des heures. Elle avait compté qu'en 40 minutes, on faisait 14 pages, et Christophe, il en faisait 5. Et elle me disait, bourre, hein, rattrape tout ça. Et là, j'ai compris que Tarkos, c'est par ce ralenti qu'il arrivait à faire ces lectures où le public lui dit pneu, ou le public lui dit ballon, ou drogue, ou amour, et qu'il fabrique son texte dans ce ralenti sans qu'il y ait une instance textuelle préalable. Ah, je savais pas. C'était vraiment dans une impro... Ouais, et enfin en tout cas, il y a plein de vidéos où on le voit comme ça, travailler pneus, c'est là où je gonfle. Et j'ai toujours su de ce moment-là que j'aurais un rendez-vous avec ça. C'est-à-dire, par exemple, lire, en particulier avec Dominique Pifarelli, ça fait 15 ans qu'on se retrouve. Si c'est prendre un livre et lire le texte, petit à petit, ça a glissé. Ça a glissé aussi en solo quand lire mon bouquin sur les Rolling Stones, ça n'avait pas d'intérêt. Par contre, raconter les Rolling Stones avait de l'intérêt. Et petit à petit, j'ai glissé vers cette impro. C'était pas lié à YouTube. Par contre, dans ces chroniques, dans cette occupation du temps, le fait de ne pas savoir à l'avance... bizarrement, ça me renvoie à l'écrit. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ouvre, mais si je suis sur une page, de la même façon, ce qui se révèle de façon écrite ne préexiste pas à la... Et ce qui m'avait énormément surpris, c'est quand un jour, je me demandais toujours, mais Gwen, quand il est avec son micro et qu'il regarde comme ça, est-ce qu'il a mémorisé les textes ? Et là, tu as dit, mais je me sers d'un prompteur, mais ça m'a choqué. J'ai cassé le mythe, je suis désolé. Ouais. Mais après, je pense que c'est vrai que moi, je ne suis pas encore dans l'impro, j'essaye. Oui, mais tu parles de rythme et tout ça, donc de toute façon, l'instance même de la lecture, elle est... Alors, il y a ce côté aussi ambivalent, hein, c'est que du coup, quand tu as une certaine diction, tu imposes une interprétation aussi du texte, mais voilà, ça j'en ai conscience. Alors c'est pour ça aussi que j'essaye d'avoir cette... Gilles Bonnet disait que j'avais une voix blanche. Mais il y a aussi le côté de ne pas surinterpréter. Voilà, il faut que le texte se tienne en lui-même. Tu nous fais la démo ? Ah, tu veux que je dise quoi ?
Ben, j'avais préparé le post-it pour Gwen Daniel. Moi, je tiens le micro. Ah, c'est du Artaud. Alors, c'est marrant parce que Artaud, là aussi, ça a été une grosse influence. C'est que donc j'avais commencé à lire Artaud et ensuite j'ai entendu sa voix, cette voix très stridente. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça décuple la force. C'est la voix de la fin. Hein, de la voix de la fin. Ouais, la voix de la fin. C'est vraiment les voix de la fin où on connaît voilà, cette voix tellement prenante, d'espèce de sorcière. Et ça aussi, je me suis dit, ça c'est incroyable. Ça, c'est de la littérature. Tu vois le son. Et puis après, tu as les voix de Duras, tu as les voix de Céline, etc. Et qui sont, voilà, après quand tu les lis... Pourquoi tu dis Duras, cette importance? Comment c'est venu? Alors une importance plus tardive, parce que je la trouve immense. Je trouve ça dingue. Moi, j'y suis venu assez tard et voilà, j'ai lu récemment Lolvestein. Enfin, c'est dingue. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment... Et puis tout ce qu'elle fait justement dans sa démarche... Quand elle fait ses films je crois qu'elle dit à un moment qu'elle veut, elle a des comptes à rendre avec le cinéma, elle veut tuer le cinéma, quoi. Enfin, et ses interviews sont dingues, hein. Tout ce qu'elle dit est tellement... Et il y a aussi... Et c'est devant nous, surtout, parce que on l'a toujours abordé, soit la Duras cinéaste, soit à part Simona Kripa, là, qui travaille sur cette intersection. Waouh, c'est la première fois que je voyais un bouquin sur Duras. Ouais. Mais pour moi, là, dans ce qu'on fabrique, nous, elle est déjà, elle, dans ce labo. Quoi. Ouais. Le camion, par exemple. C'est ça. Je trouve qu'en fait, c'est une femme d'un courage immense, en fait. C'est qu'elle, même sur son statut de femme, etc., c'est complètement dingue tout ce qu'elle fait. Et j'aime bien parce qu'elle a ce côté tellement dure et tellement forte. Et puis quelquefois, elle a des phrases en disant qu'elle est jalouse de ses livres, par exemple. Je trouve ça dingue de dire ça. Et c'est vrai qu'on le ressent quand on écrit. Je trouve que les phrases souvent nous dépassent, quoi. Enfin, c'est le texte nous appelle. Et c'est pour ça que là j'en reviens au côté anonyme. À la limite, on pourrait être complètement anonyme, mais c'est ce qu'on a fait qui est le plus important. Mais ouais, non, voilà, il y a des gens comme ça, tu sais que tu vas avoir une interview d'elle, 5 minutes, etc. Ça va t'apporter, ça va te... Avant qu'on finira par la lecture, comment tu gères... bon, je sais que pour moi, c'est plus facile parce que je commence à ne plus avoir besoin d'activité extérieure, ce qui n'est pas si simple que ça, évidemment. Mais je peux me dire, par exemple, très concrètement, le matin, c'est rare que j'enregistre des vidéos. Alors les vidéos d'atelier d'écriture. Mais les parts chroniques ou les petites vidéos d'1 minute, 6, des fois c'est au réveil, comme faisait l'écriture. Tout ça, c'est évidemment très malléable, mais ça reste une question. C'est-à-dire, où est le temps de la vidéo? Par exemple, il m'arrive très régulièrement de savoir que je veux faire ça. Ou alors que je vais lire, même si c'est des trucs 30 minutes où le texte est là, et que je vais rester... j'allais dire perdre mon temps, mais des fois des heures entières dans ce petit burlingue avant qu'il y ait ces 20 minutes où je blam et qui me laisse Comment tu gères ça, toi? À quel moment en plus, sachant que la vie active, j'en ai pas débarrassé comme moi. Je ne suis pas débarrassé. Ouais. Alors là c'est vraiment, toutes tes questions sont importantes, mais là on est au cœur du truc, c'est que donc moi j'écris beaucoup le matin, mais en fait quand je dis j'écris, c'est un peu bizarre, c'est vrai que je rêvasse. Je suis dans un état en fait. Alors ça c'est beaucoup aussi parce que moi j'adore ce que fait Lynch par exemple, et j'ai lu beaucoup d'interviews de lui, etc. Et sur ses états de création, c'est un peu ça, quoi, une espèce de rêve. En fait, t'es à la fois endormi et réveillé. Et d'ailleurs, ça me permet de dire aussi, ça paraît naturel en fait qu'on fasse nos vidéos écriture, parce que moi j'ai été autant influencé, mais même bouleversé par des gens comme Lynch, comme Kubrick, etc., que par des écrivains. Donc ça paraît naturel que notre génération, si tu veux, on a hérité de tout ça. Ce qui n'est pas mon cas. Ouais, t'es moins peut-être. Moi, j'ai pas de culture cinéma. Enfin, en tout cas, je la regagne rétrospectivement par les questions qui viennent là sur YouTube. Mais c'est vrai que voilà, donc ça paraît complètement naturel d'avoir ce double héritage et donc qu'on fasse ces vidéos écriture. Et donc ce que dit Lynch, c'est ça, c'est que extérieurement, tu as l'impression qu'il se passe rien, puis ça bouillonne à l'intérieur. Donc c'est des états en fait vraiment
où tu laisses venir les choses, et souvent, donc, c'est assez tôt le matin, et ça passe par la lecture, et puis je repose le livre, et puis après, ça naît comme ça, quoi. C'est que j'aime, en fait, ces états balbutiants où ça émerge, donc il te faut du temps, et là aussi, c'est pas d'écran, donc c'est pour ça que ça peut passer justement par des carnets où tu mémorises les phrases, mais il faut du temps, donc voilà, ça c'est pendant ces périodes-là que ça peut naître. Et puis sinon, c'est très tard le soir aussi, quand tu es vraiment dans un état de fatigue, où là, du coup, la fatigue fait que ça t'ouvre à quelque chose, quoi. Il y a un décollement, et là, c'est ça peut être sur l'ordinateur, ou ça Tu peut te être... donnes une périodicité, comme par exemple, si on veut que nous, YouTube, oui, il y a des rendez-vous, c'est-à-dire si tu me laisses 3 semaines sans vidéo de Gwen, je vais dire, c'est où le manque? C'est quelque chose où tu te dis, chaque mercredi, j'aurai une vidéo. Ouais, j'essaye. Alors, j'ai eu, à cause au niveau professionnel, c'était compliqué au début du confinement, donc à un moment donné, j'ai pas publié, et je trouve ça dommage, parce que quand tu as une chaîne, justement, c'est important aussi, tu as quand même ce côté, donc j'essaye en effet d'avoir une espèce de régularité. Alors, je publie pas dans un flux continu comme toi ou comme Mylène. J'ai aussi ce côté, je me dis comment je vais me renouveler, ou comment je vais... Donc, moi, j'essaye en effet d'avoir une régularité, on va dire, toutes les 2-3 semaines, d'avoir au minimum une vidéo. Ouais. Et puis là, je vais reprendre ce que j'appelle les lectures, quoi, les lectures en extérieur. Et j'aime bien alterner, justement, parce que ça, c'est plus le côté, le rôle de passeur. T'appelles ça le lectube? Ouais, c'est Gilles aussi, celle qui invente toujours des termes. Je trouve ça bien, ouais, c'est des lectures pour YouTube. J'avais pas repéré ce néologisme-là. Et d'alterner à la fois les lectures et puis mes petites fictions, quoi. Ouais. Tu dis toujours montage, et moi j'ai toujours l'impression que c'est tellement important ce qui se passe là dans le moment du direct. Bon, en gros, c'est vrai que c'est rageant parce qu'on est un temps énorme, quoi. Et moi, je déteste cet outil à cause de ça, c'est-à-dire transférer via le câble dans l'ordi, transférer la piste son, ouvrir dans Final Cut, régler le niveau, mais c'est que des trucs qui sont pré-réglés. Mais après, moi, j'expédie et je publie, quoi. L'instance de montage, c'est rare qu'elle soit importante par rapport à ce moment-là de profération. Ouais. Et toi, par contre, l'élaboration est principalement montage. Ouais, je pense que pour moi, l'image... alors, je parlais du son qui était hyper important, mais je pense que l'image est aussi essentielle. C'est-à-dire que il y a toujours cette idée aussi que la somme image, son, texte dépasse... enfin, quand tu les mets en fusion, ça dépasse l'addition des trois. Alors, et donc, je crache aussi le morceau. Tout à l'heure, tu as dit, oui, mais je comprends pas, je ne donne pas de nom, qui mettent le texte... ça, ils vont se reconnaître. Par rapport à la... Non, mais c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui... Et en même temps, moi, j'ai pas cette relation-là. Par exemple, Gracia Bedjani, il y a l'instance de la voix, l'instance du texte qui vient, mais c'est jamais synchrone. C'est-à-dire que c'est dans l'objectivité du texte. Je suis lecteur, même si c'est un texte à elle. Et la voix, c'est quelqu'un qui me lit le texte de l'intérieur. Et ce décalage, pour moi, en tant que myope et pas quelqu'un de l'image, il est aussi intéressant. Ces jeux de dyschronie entre texte qui s'affiche, texte qui défile. Et par contre, ce qui me manque, c'est quand l'instance de l'auteur n'est pas présente pour faire le lien ou la mise en relief de voix, texte affiché et travail abstrait ou concret de l'image derrière. En fait, ouais, donc pourquoi je disais que l'histoire du texte incrusté, moi je le fais pas, c'est que justement je trouvais que l'intérêt de ce qu'on faisait, c'était dans cette légèreté du dire, quoi. C'est ce côté, et que du coup le fait de mettre le texte, ça peut figer les choses. Après je comprends ça. Du coup voilà, ça ancre plus les choses. Mais disons que je n'en ressens pas le besoin. Et pour revenir au montage, en effet, pour moi c'est
En fait, c'est une joie le montage. C'est un peu, on parlait de la peinture tout à l'heure, pour moi, c'est, ou même la vidéo, on est à l'extérieur, c'est de la distraction, alors que on va dire que le texte, l'écrit, c'est plus de la concentration. Quand je suis dans le montage, c'est un peu le hasard objectif, hein, c'est que tu sais pas comment ça va se mettre en place, mais une fois que tu es dedans, c'est passionnant, parce que du coup, tu n'arrêtes pas de tester des choses, et tu sais, à un moment, tu utilises quoi comme logiciel? Power Director. Alors ça c'est vraiment concours de circonstances. C'était mon ordinateur, il avait ça, enfin un vieil ordinateur avait ça, puis j'ai continué à évoluer avec celui-là, il est plutôt pas mal. Du coup, ce montage-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand tu reprends sur un plan fixe, la fameuse toile là, qui bat au vent, etc., ça c'est déjà une chance. Quand tu te balades à vélo, tu tombes là-dessus, tu te dis, voilà, le texte va naître de là, et ça crée une durée. Et puis après, et ce qui est bien, justement, je trouve, dans les images, c'est que là aussi, on est spectateur. C'est-à-dire que ça rend humble. C'est-à-dire que tu fais un plan fixe, et puis quelquefois, de manière inopinée, quelqu'un va traverser, un oiseau, etc. Et il y a ce côté, justement, où tu redécouvres même après. Parfois, tu as pris des images, et puis tu redécouvres après, et c'est lors du montage, tu dis, tiens, ça va marcher. Donc, il y a ce côté hasard heureux. Et encore une fois, quand tu es dans le montage, enfin, moi, je sais que c'est un plaisir immense, parce que tu es vraiment dans l'instant présent, quoi. Et je pourrais être complètement crevé quand je commence un montage. Autant au début, c'est assez bizarre, je me dis, faut m'y mettre, quoi. On est tous un peu comme ça. Je vais essayer, voilà, j'ai écrit un texte, je l'ai dit, etc. Je vais faire le montage. Mais voilà, une fois que ça a démarré, tu lâches pas le morceau, quoi. Ou alors, la nuit, ça cogite en disant, tiens, il faut que je refasse ça, etc. Puis tu le finalises le lendemain, mais souvent tu le fais d'une seule fois, quoi. Non, c'est vraiment une joie, le montage. Alors, la seule frustration, c'est que parfois tu te dis, mais ça c'était plus au début, c'est que j'avais pas beaucoup de matos, j'avais pas beaucoup d'images, etc. Là maintenant ça vient plus parce que j'ai fait beaucoup. Est-ce que tu stockes des images sans savoir ce que tu en feras? Oui, ouais. Alors quelquefois c'est ça qui est assez drôle aussi dans l'image, c'est que parfois tu dis, ça c'est génial. Tu archives tes rushs, moi j'archive rien. Ouais, non, si j'archive, ouais. Maintenant j'archive, ouais. Et en fait, t'as des images, tu dis, alors en toute modestie, parce que c'est encore une fois, parce que tu étais là et ça tombe bien, mais tu ne peux rien en faire. À partir du moment où ça ne dialogue pas avec ton texte, donc j'ai des plans fixes qui ne sont pas exploitables. Et après, je sais plan maintenant... fixe, ça veut dire que tu montes ton iPhone sur un stabilisateur, tu le poses sur... Non, parce que maintenant tu as la stabilisation automatique. Enfin, donc plan fixe, c'est à main levée. À main levée, ouais. Tout est fait à main levée. Même les... Alors après, les travelling, tu les fais parce que tu es en transport. Je fais quasiment tout à main. Ouais, enfin, je fais tout à main levée. Je disais. Et tu te découvres pas le besoin de ces machines plus lourdes? Parfois, si, je fais des sorties réflexes, mais parce que là, j'ai envie d'être poussé plus loin, justement de mettre de mettre du flou, de prendre la ville, la nuit, de flou, etc. Alors je filme beaucoup parce qu'après, tu as le retour d'expérience. Donc, moi, j'ai l'impression que si j'ai mon machin qui fait 1 kilo, je peux justement, puis en plus la bride qui est reliée à mon corps, etc., je peux penser le mouvement, tandis qu'avec la légèreté pour moi, un téléphone, c'est un harmonica, mais c'est pas... Alors moi là je suis vraiment de l'école entre guillemets cavalier, hein. C'est que quand on revient sur les premières vidéos que je faisais en voyage, par exemple, je me souviens par exemple je l'ai acheté pour New York, c'était cavalier avec la caméra DV qu'il avait, quoi. Donc c'est ce côté, mais tu parlais d'outils à main, c'est vraiment ça, c'est l'extension de ta main, et puis après on n'avait plus besoin de caméra DV, maintenant les iPhones le font très très bien, quoi. Donc moi je trouve ça génial, c'est que du coup tu fais n'importe quelle sortie en ville, t'as pas d'idée préconçue, et puis c'est rare maintenant que je ne revienne pas avec des images, en fait. Même sur une sortie, pas d'urbex, hein, mais de trucs. Là, je suis arrivé chez toi, j'ai tout filmé chez toi. Non, mais voilà, il y a ce côté un peu comme Arnaud, j'imagine, ou Michel pour leurs journaux filmés, quoi. Tu as toujours ce côté quotidien. Il va falloir que je fasse un index. Gilles Bonnet, Arnaud Delacote, Michel Brosseau. Ouais, les amis. Mais on complétera. Allez, lis-nous un peu d'Artaud avec la voix de Gwen Deniol. Effectivement, ça va être... ça correspond peut-être pas forcément à Artaud. Hein. Non, ça correspond à toi. Et pourquoi tu as choisi... J'ai pas à m'en expliquer. Ça s'appelle Révolte contre la poésie.
Nous n'avons jamais écrit qu'avec la mise en incarnation de l'âme, mais elle était déjà faite, et pas par nous-mêmes, quand nous sommes entrés dans la poésie. Le poète qui écrit s'adresse au verbe, et le verbe à ses lois. Il est dans l'inconscient du poète de croire automatiquement à ses lois. Il se croit libre, et il ne l'est pas. Il y a quelque chose derrière sa tête, autour des oreilles de sa pensée. Quelque chose est en germe dans sa nuque, où il était déjà quand il a commencé. Il est le fils de ses œuvres, peut-être, mais ses œuvres ne sont pas de lui. Car ce qui était de lui-même dans sa poésie, ce n'est pas lui qui l'y avait mis, mais c'est un inconscient producteur de la vie qu'il avait désigné pour être son poète et qu'il n'avait pas désigné lui, et qui ne fut jamais bien disposé pour lui. Ouais, c'est cette espèce de rythme qui est seulement à toi, quoi. Il vient d'où, ce rythme? Bah je pense que j'essaye en fait, parce que quand t'es... Alors c'est ce qu'on fait pas justement dans nos vidéos, c'est qu'on n'est pas dans le silence, dans cette mise au silence de la parole, comme dit Quignard, quand on lit, et j'essaye en fait j'essaye de retrouver le rythme de ma lecture en fait, c'est vraiment ça, c'est que de pas non plus c'est ce qu'on parle, on en parlait avec Juliette Cortez, elle va faire une autre référence, de pas mettre trop de couleurs, de pas surinterpréter les choses et d'être dans ce rythme-là un peu. Moi j'aime beaucoup la langue française pour ça, justement, on était tous les deux en Allemagne, ou par exemple par rapport à l'anglais, etc. Et j'aime bien ce côté aussi assez étal de la langue française, quoi. Et puis sur le rythme, ouais, c'est le rythme de ma lecture. Ben, à moins que tu aies un désaccord, mais je crois que je ferai sans montage. Ah bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir et une joie. Et je pense que c'est une bonne préparation à ce qui nous attend à Évry le 13-14 mai. Bah ouais.